Messieurs, j'appelle Hubert Reeves, astrophysicien, président de la Ligue Roth pour la préservation de la faune sauvage, projection au pluriel du climat futur. Merci, je vous passe évidemment avec beaucoup de plaisir la parole. Ah voilà, on va se remettre dans un cadre plus général. Voilà tout ce que nous avons. C'est là que nous vivons, c'est là-dedans que nous devons nous débrouiller. C'est ce qu'il faudra gérer dans des conditions de plus en plus difficiles. Alors l'événement important de ces dernières décennies, c'est que nous avons pris conscience que la Terre n'est pas infinie et que nous sommes partout, à peu près. Notre influence sur la planète est générale et a un impact majeur, on l'a vu, sur la biosphère. Et s'il vous plaît, je vous demande pas de flash. Merci. Et ceci, c'est un diagramme, c'est une photo qui est prise par des cosmonautes qui s'en vont dans l'espace et qui se tournent vers la Terre. Et là, c'est le Soleil qui vient de se coucher. Ça, c'est la face nuit de la Terre. Et là, ça vous montre l'atmosphère par diffusion de la lumière. Ça vous montre jusqu'à quel point l'atmosphère est une petite bande très mince, 100 km de haut. Et c'est là-dedans que nous rejetons en particulier le gaz carbonique. C'est un espace petit. Si vous rejetez continuellement une substance dans un espace petit, qu'est-ce qui se passe? Cette substance se concentre. Et ça, vous l'avez vu à plusieurs fois, à plusieurs reprises. La courbe qui se met à monter vers 1950, et on s'inquiète de savoir si on va même doubler ou tripler la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Vous avez vu ces scénarios qui ont été présentés tout à l'heure. Alors, on a dit aussi qu'est-ce que ça fait d'augmenter le gaz carbonique? Eh bien, ça augmente la température, et ça, c'est un autre diagramme qu'on a présenté, la température. Et cela nous amène, je voudrais maintenant parler, d'abord, on en a parlé plusieurs fois. Souvent, les gens disent oui, ben moi, je ne suis pas d'accord, ça va, il n'y a pas de problème. Ce groupe qui s'appelle le GIEC, qui contient 2500 scientifiques parmi les meilleurs de la planète, sont d'accord pour dire que le réchauffement est dû à l'activité humaine, à une fraction majeure. Quand vous n'êtes pas spécialiste d'une question et que vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre l'émission du gaz carbonique et le réchauffement, ou bien si ce n'est pas simplement une corrélation, comme on en a vu beaucoup, le plus sage, je dirais, c'est d'identifier la meilleure autorité qui puisse vous donner une réponse. Aujourd'hui, il est clair que la meilleure autorité, c'est ce groupe. Et je pense qu'il serait très imprudent d'ignorer, même si plusieurs personnes disent le contraire, c'est vraiment le groupe le plus crédible et je crois qu'on doit absolument leur faire confiance. Alors, je voudrais passer à un autre élément dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est beaucoup relié à ce qui se passe maintenant. Ça s'appelle l'érosion de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ceci. Nous éliminons par notre activité des centaines, certains parlent de milliers d'espèces vivantes chaque année. 100 fois plus au moins qu'au début du siècle. Alors, qu'est-ce que ça fait d'éliminer une espèce? Pourquoi s'inquiéter des petites bestioles, et ci et ça? Je vous donne un exemple, les abeilles. Vous savez très bien que les abeilles, maintenant, un peu partout, sont en chute libre. Un peu partout, le nombre d'abeilles, les populations ont été réduites de 50 à 90%. On pourrait dire on ne mangera plus de miel. C'est pas ça. Les abeilles, ça pollinise. Et les abeilles, les insectes et autres qui sont éliminés sont responsables de la pollinisation et de la production des fruits qui nourrissent 60% de l'humanité. Vous voyez comment la perte d'une seule espèce, parce que tout ça est relié, une seule espèce, c'est beaucoup plus que la tristesse de voir une espèce disparue, c'est les effets que cela enchaîne, parce que tout se tient dans un écosystème où les espèces sont en interdépendance. Et les meilleurs spécialistes, là aussi, c'est pas moi, c'est pas mon domaine, mais j'écoute les bons biologistes qui nous disent que près de 50%, et j'ai vu récemment par Olin Wilson, qui est un des meilleurs, peut-être 50% on pourrait avoir éliminé d'ici la fin du siècle plus de 50% des espèces vivantes.
Alors, on va se poser une question. On va se dire, bien sûr, nous sommes dans une période où il y a des perturbations majeures et nous sommes la cause, évidemment, de ces perturbations majeures, comme celle-ci que nous appelons la 6e extinction. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure la 6e extinction. Pardon, on peut se demander, d'accord, mais qu'est-ce que ça va produire? Et pour cela, on va se poser une autre question. On va se dire, est-ce que dans le passé de la Terre, il n'y a pas eu des perturbations majeures comme celles que nous exerçons aujourd'hui? Et quels ont été les effets de ces perturbations sur la vie? C'est toujours intéressant de se tourner vers le passé pour essayer d'apprendre quelque chose du futur possible. Bien sûr, il y a eu des perturbations bien plus graves que celles que nous exerçons aujourd'hui, du moins dans certains domaines. Nous nous inquiétons d'augmenter la température de 2 à 5 degrés. On vous l'a dit hier, je pense. Au temps des dinosaures, la température était de 10 degrés plus élevée, 25 degrés. La Terre a été beaucoup plus chaude. On s'inquiète de doubler ou de tripler la quantité de gaz carbonique. Il y a 250 millions d'années, la quantité de gaz carbonique était 15 fois plus élevée. Est-ce qu'on peut savoir comment la vie a réagi? Oui. Heureusement, nous avons un moniteur important, qui est ceci. Le nombre de familles d'espèces végétales ou animales à un certain moment donné de l'histoire de la Terre. Grâce aux géologues, aux paléontologues, nous avons des données qui remontent jusqu'à 600 millions d'années dans le passé. 600 millions d'années, c'est le moment où les animaux sortent de l'eau. Avant ça, la vie est plutôt aquatique, on n'a pas beaucoup de données. Il y a 600 millions d'années, la vie émerge de l'eau, et à partir de là, nous avons des données, et je vais vous les montrer. Vous allez voir comment le nombre de familles végétales et animales a varié dans les 600 derniers millions d'années. Passé de la vie sur la Terre, voilà. Cette courbe, donc, ça c'est aujourd'hui. Ça, c'est il y a 600 millions d'années. Les petites bestioles, les amphibiens, elles sortent de l'eau. Et puis les reptiles, et puis plus tard les mammifères. Cette courbe-là est très importante. Elle nous apprend deux choses. Une bonne nouvelle et une potentiellement pas bonne nouvelle du tout. La bonne nouvelle, c'est que la vie est extrêmement vigoureuse, est capable de s'adapter, est efficace pour s'adapter à des conditions extrêmes. Et vous voyez que pendant toute cette durée, malgré les périodes, nous allons en parler, ce sont ce qu'on appelle les périodes d'extinction, malgré les extinctions, la vie s'est poursuivie. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que nous sommes là. S'il y avait eu une catastrophe totale, nous ne serions pas. Donc la première bonne nouvelle, c'est que la vie va survivre. La vie sera encore là. Nous ne sommes pas en mesure, quelles que soient les perturbations que nous apportons, de faire disparaître la vie sur la Terre. Le Soleil, la Terre va continuer à tourner autour du Soleil, le Soleil va se lever sur la Terre et des êtres vivants seront là, présents, bien au-delà du présent. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est si vous regardez ceci, vous identifiez ce qu'on appelle des périodes d'extinction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour des raisons variées, qui peuvent être du volcanisme ou des météorites qui tombent sur la Terre ou des épanchements de gaz venant du centre de la Terre, à un moment donné, vous avez des catastrophes. Une fraction importante des êtres vivants disparaît. La plus importante ici, qui se passe il y a 250 millions d'années, c'est 90% des espèces qui sont disparues. On pense que c'est un volcanisme généralisé, ce n'est pas bien connu. 90% des espèces disparues. On est venu tout près de voir une terre stérile. Heureusement, certaines espèces, celles qui sont les plus résistantes, qui sont capables de s'adapter, survivent et dans beaucoup de cas profitent. On l'a vu par exemple avec la destruction des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures disparaissent presque complètement, il reste les oiseaux qui sont les descendants, mais tous les grands dinosaures disparaissent et c'est une bénédiction pour les mammifères. Les mammifères coexistent pendant toute cette période, 100 millions d'années, mais coexistent très mal. Les dinosaures occupent toutes les niches géologiques, les niches écologiques, et les mammifères sont des petits rongeurs nocturnes qui se débrouillent très mal. Arrive ce caillou, qui est une bénédiction pour eux, un cadeau du ciel, si on peut dire,
qui fait que les dinosaures disparaissent et du coup, les mammifères se mettent à se évoluer, à se développer, à se diversifier, apparaissent toutes les espèces que nous connaissons, dont nous-mêmes. Donc, la leçon à tirer de ceci, c'est qu'il y a eu des millions d'espèces animales et végétales. On ne sait pas très bien le nombre, 10, 15 millions, on ne sait pas. Que les espèces ne durent que s'ils peuvent s'adapter à des perturbations majeures. Que les espèces qui ne s'adaptent pas disparaissent et que c'est la loi de la nature, que la nature ne fait pas de cadeaux, que c'est quelque chose qui s'est produit des millions de fois, qui se reproduira encore. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qui nous attend. Alors, la 6e extinction, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes dans une période d'extinction comparable aux précédentes. 50%, c'est comparable. Et nous en sommes, la cause, nous en sommes, alors, l'image suivante, voilà, la 6e extinction. Qui est dans le collimateur de la 6e extinction? Eh bien, les biologistes vous dirent, cette flèche n'est pas très brillante, les biologistes vous disent ceci, qui est dans le collimateur de la 6e extinction, tous les grands arbres, on aura une planète de savane probablement, et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Demain matin, vous regarderez sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la 6e extinction. Alors, la question, on peut se poser maintenant, qu'est-ce qui va arrêter la 6e extinction? La 5e, c'est pas compliqué. La météorite tombe sur la Terre, elle met le feu aux forêts, et puis ça se refroidit, puis la vie reprend et les mammifères se développent. Vous apercevez qu'il y a 2 scénarios possibles pour la disparition, pour la fin de la 6e extinction. Un scénario dramatique est celui sur lequel, au contraire, nous comptons, le numéro 2. Il est évident que si l'humanité disparaît, la 6e extinction s'arrête. Il est évident que si l'humanité disparaît, les baleines, les éléphants qui seront encore là, s'il y en a encore, elles diront ouf, exactement comme les mammifères auraient pu dire ouf quand les dinosaures sont disparus. Alors, on va se demander la question suivante. Nous sommes dans le collimateur. Le 2e scénario sur lequel nous devons mettre tous nos efforts, c'est que nous ne soyons pas la victime de la 6e extinction, que la 6e extinction se termine pas par notre disparition, mais parce que nous avons réussi à passer au travers. Alors, ce que je vais mettre en évidence, c'est qu'on a tous un peu l'impression que l'humanité, nous sommes très spéciales, nous sommes la créature des dieux, nous serons exemptés. Ce que nous disent ces diagrammes, c'est que c'est faux, c'est pas comme ça. Nous sommes une espèce parmi des millions d'autres, et la loi générale, c'est que si on ne s'adapte pas, on disparaît. Qu'est-ce qui se passerait si l'humanité, prenons ce scénario, on ne connaît pas l'avenir, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passerait si l'humanité disparaît? Est-ce que ce sera une simple anecdote? Est-ce qu'on pourrait dire, bien sûr, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est dramatique, mais est-ce que, par exemple, vu de Sirius, eh bien non, vu de Sirius, c'est rien du tout. Sur la Terre, on ne verrait rien du tout. Alors, je voudrais plaider la cause que ce ne serait pas une simple anecdote, parce que l'humanité a apporté sur la planète des éléments, des richesses qu'aucune autre espèce n'a apporté et qui disparaîtraient irrémédiablement si nous en venions à disparaître. Alors, je vais en nommer 3 éléments. Les humains n'ont pas fait que des bêtises, c'est ce qu'il faut retenir. Premier élément, l'art et la culture. Il est évident que Mozart, la peinture, la musique disparaîtraient et vous pensez bien que les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Évidemment, Vermeer, toutes ces beautés qui ont été créées par les êtres humains ne seraient pas protégées, disparaîtraient si nous devions disparaître. La science, évidemment. Le fait qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de déchiffrer les lois des atomes, de visiter l'univers, de découvrir le passé de l'univers, de découvrir le Big Bang, tout ça serait complètement oublié. C'est un apanage de l'espèce humaine qui disparaîtrait si nous ne devions pas être là. Encore une fois, la vie continuerait, il n'y a pas de problème, mais tout ça disparaîtrait. Les radiotélescopes qui écoutent à l'autre extrémité du monde, qui reçoivent des messages, des quasars, des pulsars et autres,
ces radiotélescopes rouilleraient implacablement. Le troisième élément, qui pour moi est le plus important, je vais vous le présenter en vous racontant une petite scène. Dans un nid d'oiseaux, s'il y a 2 oisillons malades et 2 oisillons en santé, les parents nourrissent les oisillons en santé, laissent mourir les oisillons malades. Pourquoi? Parce que les oisillons en santé ont de bien meilleures chances d'avoir des gènes en santé et donc de transmettre des gènes en santé. Les oisillons malades ont vraisemblablement pas des gènes en bonne santé. Donc, pour la survie de l'espèce, c'est ce qu'on appelle la logistique des gènes, il vaut beaucoup mieux nourrir les oiseaux en santé que les oiseaux malades. C'est d'ailleurs grâce à ça que nous sommes ici. Si l'humanité a pu apparaître, c'est qu'il y a eu tout au long de cette lignée ces gènes qui ont été bien transportés. Dans une maison, une famille, s'il y a un enfant malade et un enfant en santé, les parents nourrissent également l'enfant malade et peut-être mieux que l'enfant en santé, s'en occupent mieux. Pourquoi? Eh bien, c'est contraire à la logistique des gènes. Ça n'a pas d'intérêt de nourrir des enfants, de se soigner des enfants malades. C'est simplement parce qu'il s'est développé dans l'humanité, voilà un des grands apanages de l'humanité, ce qui s'appelle la compassion. Ça veut dire la capacité de voir la souffrance des autres et de s'en occuper. Ça, c'est un élément qui apparaît un peu chez les grands primates, mais c'est vraiment chez les humains que ça s'est développé. Et c'est à la base de la Croix-Rouge, d'Amnesty International, de tous les mouvements humanitaires. C'est précisément cette qualité typiquement humaine. Les oisillons ne nourrissent que les oiseaux. Voilà la différence. Et aussi des animaux malades. Et ça aussi, c'est nouveau. On n'a jamais vu une lignée animale s'occuper des autres lignées animales. Non seulement nous nous occupons de nos individus malades, mais aussi des autres lignées. Là, vous avez un homme qui tient un oiseau blessé dans sa main qui va s'en occuper. Et ce qu'on a découvert après coup, c'est qu'en soignant les animaux malades, nous aidons à la continuité de la biodiversité. Nous avons un double cadeau, c'est-à-dire nous nous aidons nous-mêmes. Pourquoi j'ai présenté l'ours polaire? Parce que l'ours polaire, on peut le choisir comme notre mascotte. Parce que l'ours polaire, nous sommes en train de lui jouer un vilain tour. L'ours polaire, probablement, disparaîtra d'ici quelques décennies, jusqu'au dernier, parce que la banquise fond, parce qu'il ne peut plus se nourrir. Il en restera dans les jardins zoologiques, mais il n'en restera plus dans la nature, probablement. Pendant que nous le jouons ce mauvais tour, lui est en train de nous jouer un bon tour, un très bon tour. Ah, merci. Quel bon tour nous joue-t-il? Eh bien, parce qu'il y a des pressions qui vont probablement arriver à un succès d'ici peu, que l'ours polaire soit mis sur la liste des animaux en danger d'extinction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cela se passe, et encore une fois, ça se présente très bien, il y aura un document juridique pour obliger à protéger l'ours polaire. C'est bien le but de la liste. Protéger l'ours polaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire protéger la banquise, l'empêcher de fondre. Protéger la banquise, ça veut dire diminuer ou cesser ou couper l'émission de gaz carbonique. Ce que le gouvernement américain jusqu'ici n'a pas voulu faire, si cet animal est mis sur cette liste, il y aura un acte juridique qui l'obligera à en tenir compte. Donc, en un sens, cet ours polaire est en train de nous servir, puisque nous savons que les États-Unis sont un des principaux émetteurs de gaz carbonique, et lui, je dirais, par une ironie cruelle, d'une certaine façon, nous sommes en train de le détruire. Donc, je crois qu'il mérite bien qu'on le prenne pour notre mascotte. Merci. Merci. Moi, je voudrais quand même demander à Hubert Reeves si cette histoire de l'ours polaire, c'est une fable ou c'est une réalité? Le fait qu'il soit probablement même très semblablement mis sur la liste des animaux en danger, non, c'est un fait. Non. Le fait que ça pourrait convaincre le gouvernement américain de limiter les émissions. Il y aura un acte juridique, c'est pas simplement le convaincre, il sera obligé de le faire. Parce que les gouvernements qui adhèrent à cette
mouvement qui s'appelle CITES, la liste des animaux en danger, ont accepté, dans une convention internationale, de s'occuper des animaux qui sont en danger. Ce n'est pas simplement d'en faire la liste, c'est aussi d'être actif pour essayer, pour faire ce qu'il faut pour les sauver.